Voilà. Bonjour Mirella. Voilà. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. La parole est à toi. Ou bonsoir, en fonction de l'emplacement que vous avez sur notre globe. Alors, je suis effectivement responsable de l'association Attitude Médiation. Donc, c'est une association qui a été créée depuis plus de 20 ans et qui gère principalement un service de médiation familiale et un service d'espace de rencontre. Donc, suite à la nouvelle réglementation et aux nouvelles dispositions mises en place pour la couverture territoriale, nous couvrons 75% du département de la Guadeloupe pour la mise en place des rencontres parents-enfants et 82% du territoire en matière de médiation familiale. Donc, afin de vous situer un peu globalement le contexte dans lequel nous évoluons et donc de notre pratique, un espace de rencontre, je vais très rapidement vous présenter les chiffres, les statistiques de notre département en matière de violence conjugale. Donc, c'est vrai que depuis plusieurs années, la Guadeloupe, ainsi que d'autres départements et territoires d'outre-mer, figurent en tête de liste, en tout cas, des départements où l'on répertorie le plus de violences conjugales. Notre département, qui est constitué de 400 000 habitants, a dénombré sur cette dernière décennie une dizaine de femmes tuées dans la sphère intrafamiliale. Pour l'année 2020, ce ne sont pas moins de 1252 faits de violence intrafamiliale, dont 63% pour coups et blessures qui ont été révélés. Donc, je dis bien révélés, parce que c'est vrai qu'en majorité, les violences conjugales restent tues. Donc, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2019. En 2018, donc il y a 2 ans, une enquête Virage avait été menée par la préfecture de la Guadeloupe. Cette étude avait pour objectif de mesurer les faits de violence verbale, psychologique, physique et sexuelle à l'encontre des femmes. La collecte des données avait été réalisée par téléphone sur une année auprès d'un échantillon représentatif de plus de 2000 femmes âgées de 60 à 69 ans et a permis d'analyser les violences exercées dans les 12 derniers mois précédant l'enquête, donc sur l'année 2017. Alors, suite à cette enquête, il apparaît entre autres que près d'une femme sur 5 dans le département, donc ce qui est énorme, serait en situation de violence conjugale. Donc, je dis bien serait en situation de violence conjugale, donc non pas a été victime de violence conjugale. Par exemple, et on s'aperçoit également suite à cette enquête que tous les types de violences doublent, voire triplent pour les femmes qui se sont séparées dans le courant de l'année 2017. Par exemple, pour 34% des femmes en couple, les violences conjugales passent à 62% lorsqu'elles sont séparées dans l'année. Quant au harcèlement, il passe de 15 à 38%. Les violences physiques, quant à elles, touchent 9% des femmes séparées dans l'année contre 3% des femmes en couple. Les violences sexuelles, 7% d'entre elles contre 2%. Donc, on s'aperçoit vraiment par rapport à ces chiffres que la séparation conjugale est un vecteur, voire même accentuerait les violences conjugales. Cette séparation dans notre département, surtout quand elle émane des femmes, elle est très mal vécue dans notre société guadeloupéenne parce que l'insularité, la proximité de la famille accentue aussi régulièrement ce sentiment d'échec vécu par l'un comme par l'autre des membres du couple. Donc, c'est vrai qu'on a un adage ici qui dit « Oumaillé à pas pour divorcer ». Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais on s'est marié, ce n'est pas pour divorcer. Il y a un autre adage également qui dit « Qu'un béret de ma fille ». Donc, tu dis, quand on est marié, on est en couple, même si tout va mal, on tient. Donc, c'est un peu pour illustrer l'augmentation et surtout la prégnance de ces violences conjugales dans notre département. Donc, d'autres facteurs également viennent, en plus de la sphère familiale, viennent accentuer cette importance des violences, l'importance de ces chiffres liés à la violence conjugale, notamment l'inactivité, parce que nous avons un fort taux de chômage, de chômeurs dans le département. Le chômage touche approximativement 60% des jeunes. La monoparentalité également, qui est très importante ici, ainsi que les difficultés connues dans l'enfance qui sont associées à ce taux élevé de violence conjugale. À titre d'exemple, en Guadeloupe, l'indicateur de violence conjugale est de 28% pour les femmes inactives. L'indicateur concerne 32% des femmes ayant déclaré des privations et négligences dans l'enfance et 34% de celles qui ont été punies ou frappées injustement. Il est de 28% pour celles qui ont connu un climat de tension ou de violence entre les parents.
Donc, ces violences, bien évidemment, ne sont pas sans conséquences sur les enfants du couple, puisque toutes les études maintenant montrent que dans 80% des situations, les enfants sont présents quand il y a des violences intrafamiliales. Donc, ils subissent également, et maintenant, on affirme même qu'ils sont victimes de ces violences. Elles entraînent aussi de fait une altération du lien, du maintien du lien entre le parent auteur et son ou ses enfants. C'est donc dans ce contexte qu'à notre niveau, au niveau de l'association, nous avons vu s'accroître les demandes tant spontanées des parents, donc principalement des victimes de violences conjugales, que des juges aux affaires familiales pour la mise en place d'espaces de rencontre protégés. Donc, nous nous sommes attribués depuis 2 ans, nous sommes emparés en tout cas depuis 2 ans de ce fait de société qui devient récurrent et qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre département. Donc, au niveau en tout cas de l'accueil en espace de rencontre protégé. Et donc, depuis 2 ans, nous avons mis en place un dispositif d'accueil qui est complètement différent du dispositif d'accueil en espace rencontre classique. Aussi, en 2020, 29% des espaces rencontres que nous recevons dans un cadre judiciaire concernent des ordonnances de protection émanant des tribunaux, donc des JAF. Donc, il est bien mentionné, ce ne sont pas uniquement des faits prononcés par les parents, mais il est bien mentionné dans l'ordonnance du tribunal qu'il s'agit et qu'il y a une ordonnance de protection. Donc, ce sont véritablement des dossiers que nous prenons très à cœur. 25% des demandes spontanées des familles sont consécutives à une rupture de lien suite à des violences conjugales. Donc, ce sont aussi des mesures que nous recevons et que nous prenons au même titre que les ordonnances de protection, dans la mesure où, comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de situations de violences conjugales où les violences sont avérées, mais où la victime n'a pas porté plainte. Donc, il n'y a pas de traces juridiques, en tout cas judiciaires, vis-à-vis de ces violences. Donc, d'elles-mêmes, les familles viennent nous rencontrer de façon à ce qu'on puisse mettre en place, ou parce que, bon, il y a aussi la pression du père, de l'auteur, puisque nous avons eu l'opportunité de recevoir également des pères victimes, afin de maintenir ou de restaurer le lien intrafamilial. Donc, jusqu'à peu, la médiation et plus encore l'espace de rencontre étaient perçus dans les familles comme intrusifs dans notre département. Donc, nous avons eu énormément de mal à sensibiliser les familles sur la mise en place de ce processus. Au fil des années, avec un réel travail d'information, de sensibilisation, mais aussi avec le développement des orientations par le monde judiciaire vers les services et un gros travail de partenariat avec les associatifs, donc la médiation et l'espace de rencontre commencent à rentrer dans les mœurs et véritablement, nous avons même quadruplé sur 10 ans l'accueil que nous proposons dans ces 2 services. L'objectif de l'association, c'est véritablement donc que ces 2 dispositifs, que ce soit l'espace de rencontre que la médiation familiale, soient perçus comme un accompagnement au maintien du lien et à la restauration donc, du lien. À cet effet, le service d'espace de rencontre propose un accueil individualisé et non collectif aux familles. Donc, comme je l'ai un peu expliqué au début, donc c'est vrai qu'on était vécu comme intrusif. Donc, quand les familles arrivent dans le service, donc elles sont plutôt mal à l'aise de rencontrer d'autres familles, puisque nous sommes dans un petit département. Donc, nous sommes sur une île où tout le monde se côtoie, où il y a beaucoup de croisements de population et de familles. Donc, il y a toujours cette peur du regard et ce qu'en dira-t-on. Donc, ce qui fait que nous avons énormément, nous n'avons jamais tenté en tout cas de mettre en place d'espaces de rencontre collectifs, connaissant un peu avec le constat en tout cas qui est fait par rapport aux familles que nous accueillons et la population en général. Donc, afin de respecter, à la demande des familles, afin de respecter l'intimité de chacun, nous disposons de 4 salles d'espace de rencontre pouvant accueillir donc des familles tant sur Pointe-à-Pitre que sur Basse-Terre, puisque nous avons 2 services, donc un sur Pointe-à-Pitre, où se trouve le siège de l'association, et une antenne sur Basse-Terre, mais qui est aussi conçu pour recevoir 4 familles. Donc, ce sont 2 espaces qui sont relativement grands, avec des salles d'attente et pouvant accueillir en tout cas 4 familles sans qu'il n'y ait véritablement de croisement. Dans le cadre des ordonnances de protection, mais également des familles où la violence a été présente, mais où il n'y a pas eu de démarche judiciaire, comme je l'ai dit,
on a dû progressivement adapter nos modalités d'accueil. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc on est sorti de l'accueil classique pour vraiment mettre en place un accueil, je vais dire, spécifique pour l'espace de rencontre protégé. Une équipe d'intervenants, un espace de rencontre composé de 80% de médiateurs familiaux avec tous des origines professionnelles pluridisciplinaires est en charge de l'accompagnement des familles dans nos services. Et c'est aussi, donc nous avons pu mettre en place 3 modalités d'accueil qui sont proposées aux familles, suivant majoritairement le degré de risque prévisionnel de passage à l'acte dans le cadre des ERP. La première modalité, c'est la prise en compte des horaires. 2 possibilités, donc soit nous procédons à une arrivée ou un départ différé des parents, ou soit nous informons par téléphone le parent hébergeant de l'arrivée du conjoint afin qu'il puisse accéder au site et présenter l'enfant sur le site en toute sécurité. Donc, la possibilité d'arriver un quart d'heure avant, une demi-heure avant pour le parent hébergeant, de façon à ce qu'il n'y ait pas de croisement, et de repartir bien évidemment avant l'autre parent. Ou inversement, c'est suivant le parent et la façon dont lui perçoit la relation avec l'autre. Donc, s'il sait qu'il y a un risque pour qu'il soit attendu, à ce moment-là, sur le site ou à proximité du site, à ce moment-là, nous, on appelle le parent hébergeant à partir du moment où le parent visiteur est arrivé sur le site. Donc, le parent hébergeant qui, bien évidemment, est tenu d'être à proximité du site en fonction de l'heure de son rendez-vous, de façon à ce que dès que le parent visiteur soit installé en salle, que le parent hébergeant puisse accéder au site en toute sécurité. La deuxième disposition que nous mettons en place, c'est la double entrée. Donc, nous avons un portail par lequel le parent visiteur, donc l'auteur, peut accéder. Donc, il accède directement à une salle d'espace de rencontre et le parent hébergeant peut passer par la salle principale, donc par la salle d'attente. La troisième modalité que nous mettons en place à notre niveau, c'est le passage de bras à la sortie du véhicule. Je m'explique. Donc, la disposition de nos locaux veut que la porte d'entrée donne accès directement à la voie. Donc, ce qui nous permet, dans certaines situations où le parent sent en tout cas qu'il y a un réel danger, qu'il a une difficulté à venir sur le site malgré les garanties que nous mettons en place, donc nous lui donnons la possibilité de pouvoir s'arrêter tout simplement sur la voie et nous faisons le passage de bras entre le parent hébergeant et le parent visiteur, et pareil au retour. Donc, entre le parent visiteur et le parent hébergeant, sachant que pour la même modalité sur les mêmes modalités que la première disposition, à partir du moment où le parent visiteur est arrivé sur le site, nous informons le parent hébergeant de l'arrivée du parent visiteur de façon à ce qu'il puisse se rapprocher de la porte d'entrée, donc avec son véhicule. Donc, ce sont les 3 et demi, puisque la première, elle a 2 dispositions, les 3 dispositifs que nous mettons en place dans le cadre des espaces de rencontre protégés, de façon à pouvoir garantir tant à la victime qu'à l'enfant un accueil et une rencontre avec son parent en toute sécurité, en toute convivialité, parce qu'on en a parlé tout à l'heure aussi, donc dans nos services, dans nos espaces de rencontre. Donc, tous les scénarios qui sont mis en place nécessitent un temps de latence de 15 à 20 minutes approximativement, qui doit être respecté par le parent auteur avant le départ du service. Donc, lors de l'entretien préalable, bien évidemment, le parent auteur est informé de ce dispositif et il accepte avant la mise en place de l'espace de rencontre. Donc, à savoir qu'il va devoir attendre à la fin de la visite 15 minutes avant de pouvoir quitter l'espace, ce qui nous permet de pouvoir laisser du temps, en tout cas à la victime, et l'enfant de quitter le service et de s'éloigner surtout du service. Donc, ces dispositifs que l'on a mis en place, on observe vraiment une amélioration. Avec ces dispositifs, on observe vraiment une amélioration de tant la qualité de l'accueil des 2 parents, mais aussi un mieux-être de l'enfant, donc où il est beaucoup plus serein parce qu'il sait que c'est un bon temps, donc il ne va pas y avoir d'échanges, il ne va pas y avoir de conflit entre les parents, donc il sait que quand il arrive, il quitte son parent hébergeant pour aller vers son parent visiteur, mais sans que les 2 ne puissent se croiser et donc qu'il puisse y avoir à ce moment-là, qu'ils puissent être témoins en tout cas à ce moment-là d'échanges qui peuvent être conflictuels entre les parents.
Donc, durant ces temps de visite, et les parents ont bien évidemment la possibilité d'échanger, que ce soit en amont ou après la visite, avec les intervenants donc, qui les accompagnent au sein de la structure. Le parent également auteur, dans la mesure où il reste sur 15 minutes dans l'espace, donc afin que ces 15 minutes puissent se passer de façon le plus agréable possible, les intervenants régulièrement restent avec le parent auteur de façon à échanger sur son vécu par rapport à la visite. Ce qui permet, entre guillemets, de passer le temps. Alors, toutes ces modalités que nous mettons en place depuis 2 ans et qui mériteront d'être confortées répondent, en tout cas en ce qui nous concerne, parfaitement aux préconisations du nouveau référentiel qui encadre un peu les espaces de rencontre et les dispositifs qui devraient être mis en place en 2022. Donc, nous avons bien évidemment des petits aménagements à faire, mais en tout cas, on s'intègre parfaitement dans ce cadre-là, dans ce dispositif, par la mise en place de notre espace de rencontre protégé, en tout cas de ces mesures que nous différencions. Nous avons eu l'opportunité, et je vais pratiquement m'arrêter là-dessus, d'être accompagnés financièrement par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et par la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité sur la mise en place de ces 2 dispositifs pour l'année 2020. Donc, ayant une première expérience en 2019, nous avons pu faire remonter cette expérience que nous avons mise en place et nous avons aussi pu avoir un soutien à ce niveau-là. Voilà, je pense que j'ai fait on aura peut-être la petite Laure, la petite interview. Je passe le témoignage d'une personne qui est accueillie chez vous. D'accord. Donc, j'envoie Pour avoir présenté notre dispositif, en tout cas les modalités d'accueil que nous mettons en place pour accueillir au mieux les familles dans un contexte qui n'est pas évident et qui est récurrent chez nous. Merci à vous. Donc, je vais passer alors non pas une vidéo, mais du son qui concerne le témoignage d'une personne qui a eu la gentillesse d'accepter. Donc, c'est une petite, voilà, c'est 4 minutes de témoignage et je trouve qu'il est intéressant puisqu'il permet vraiment de comprendre comment sont accueillis donc les auteurs victimes, enfin les victimes de violences dans le cadre de votre OR. Yes. Alors, il faut que je mette le son à présent. Bonjour Alice, merci d'accepter de faire cet enregistrement avec nous sur l'espace rencontre d'attitude médiation en milieu, comment dirais-je, en espace rencontre protégé. Donc c'est votre cas, puisque nous avons reçu une décision du juge aux affaires familiales nous invitant effectivement à mettre des rencontres entre le père de vos enfants et vos enfants à notre service. D'accord? Donc, oui. le but de cet entretien, c'est que vous nous expliquiez comment ça se passe pour vous et quels sont vos ressentis par rapport au fonctionnement que l'on a mis en place pour vous à Attitude Médiation. Donc, la parole est à vous, Alice. Oui. Donc, ce que je disais, c'est que en fait, ça se passe bien maintenant. Donc, on a le fait de me permettre d'arriver avant et le fait aussi de me permettre de repartir lorsque les visites sont finies, de me permettre de repartir avant que le père des enfants puisse partir. Ça me permet de ne pas le croiser. Donc, ce qui est très bien puisque c'est des visites qui ont été mises en place dans le cadre d'une ordonnance de protection. Donc, voilà. Donc, je trouve que cette mesure-là, de me permettre d'arriver avant et de me permettre de partir aussi avant pour éviter de le croiser, donc c'est très bien. Donc, voilà, donc à part ça, oui, ça se passe très bien. Alors, comment ça se passe quand vous arrivez? Quel est l'accueil qui vous est réservé? Comment vous êtes placé dans le service pour attendre l'arrivée du père? Comment vous expliquez ça? Alors, lorsqu'on arrive avec les enfants, on est installé dans une pièce, donc à part, seule. Et en fait, donc la pièce est fermée. Et donc, on attend. Et quand le père des enfants arrive, donc quelqu'un vient chercher les enfants dans la pièce et donc les emmener dans une salle avec leur père. Donc, moi, pendant ce temps-là, j'attends dans la pièce où on m'a mis initialement.
Et une fois que les enfants sont installés avec leur père, on vient me chercher pour me dire que je peux partir. Et ensuite, donc la visite se déroule. Je reviens, comme c'est 1 heure, donc je reviens un peu avant, mais donc la visite normalement dure 1 heure. Et donc quand je reviens, donc c'est le même principe, je retourne dans la salle où j'étais initialement, j'attends, et quelqu'un vient m'emmener donc les enfants. Et ensuite, je pars. On me permet de partir donc avant que le père reparte. Donc, ce qui me permet de pouvoir arriver à mon véhicule sans le croiser. Voilà. Vous sentez-vous vraiment en sécurité quand vous êtes à votre service? Oui, oui, ça c'est clair. Oui, oui, oui. Oui, je sens que nous sommes en sécurité, oui. D'accord. Donc, est-ce que vous avez l'opportunité de parler avec les intervenants, d'échanger sur la situation, faire des bilans d'étape lors des rencontres, lorsque vous venez au service, emmener les enfants? Alors, j'ai eu l'occasion, effectivement, d'échanger avec les personnes donc, du centre. Oui, j'ai eu l'occasion d'échanger. Après, j'avoue que je ne vais pas vous dire exactement ce qu'on s'est dit. Je n'ai pas trop le souvenir, mais je sais que j'ai eu l'occasion d'échanger. Notamment à la veille d'audience dans le cadre de ma situation. D'accord. Bien. Est-ce que vous pouvez dire que c'est un service qui fonctionne, que l'espace rencontre en milieu protégé, c'est quelque chose qui fonctionne à Attitude Médiation? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Franchement, ça permet vraiment que les enfants puissent maintenir un lien avec leur père dans un lieu vraiment sécurisé. Donc, c'est très bien pour eux. D'accord. Bien. Souhaitez-vous ajouter autre chose, Alice? Non, non, pas du tout. Juste dire que voilà, c'est un service qui est nécessaire. Voilà. Et qui permet vraiment que les enfants puissent maintenir un lien, surtout dans des situations comme ça, dans un cadre vraiment sécurisé. Et donc voilà, donc c'est très bien pour moi. Et pour les enfants surtout. D'accord. Bien, ben, je vous remercie beaucoup, Alice. Merci Laure. Alors, juste pour rajouter que, bien évidemment, les rencontres entre les enfants et leurs parents sont systématiquement médiatisées. Donc, pour protéger le parent victime, bien évidemment, mais aussi pour garantir l'intérêt de l'enfant et qu'il puisse passer un moment agréable avec son parent et non pas être dans l'interrogation ou devoir, entre guillemets, parler de l'autre parent et de la situation dans laquelle il est. Voilà, donc c'est vraiment pour protéger l'enfant, mais aussi le parent victime. Donc, toutes les visites sont médiatisées dans ce cadre-là. Merci Mirella pour ce témoignage qui illustre bien cette problématique actuelle sur laquelle beaucoup de personnes s'interrogent. Je vais donc passer la parole à Madame Ségolène Pasquier. Et puis, comme a priori, nous maîtrisons remarquablement le temps, c'est toujours le souci, nous pourrons peut-être, donc, après l'intervention de Madame Pasquier, nous pourrons commencer à répondre aux questions. Monsieur Morange, je pense, a déjà recueilli un certain nombre de questions auxquelles il pourra répondre. Et puis, je vois passer effectivement plusieurs ou témoignages ou questions qui pourront être prises tout à l'heure. Madame Pasquier, bonjour. Eh bien, écoutez, merci pour votre intervention et je vous laisse la parole. Je vous remercie. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous en direct par rapport à d'autres interventions que j'avais dû faire en différé, si je peux permettre cette expression. Je remercie donc Madame Le Châtelier d'avoir pensé à moi, Monsieur Coquin d'accepter que le SADJAV participe à cette réunion, assister également à la restitution de cette recherche de laquelle le ministère de la Justice lui-même est partenaire depuis le départ, puisque
une des premières étapes de restitution avait eu l'heure et l'honneur de pouvoir se dérouler dans l'enceinte du ministère de la Justice, dans les locaux dans lesquels je suis toujours, ce qu'on appelle Olympe de Gouges, un magnifique auditorium qui est fermé hein, pour l'instant, pour des raisons que tout le monde connaît bien. Dire également que nous avons participé avec Dominique Pénat, chargée de mission médiation féminine et espace de rencontre, tout au long de l'année 2020 à la révision du référentiel dont il est beaucoup question depuis tout à l'heure. Et j'ai été vraiment très intéressée d'entendre M. Morange dire que finalement, la lecture de ce nouveau référentiel lui avait permis d'obtenir la réponse à des nombreuses questions qui s'étaient posées en allant sur le terrain et en entendant les observations tant des parents que des professionnels. Et je me dis que ces groupes de travail qui ont été nombreux, assez animés, qui ont donné lieu à beaucoup de discussions, mais finalement, aujourd'hui, les échos qu'on en a sont positifs, même si nous savons hein, que sur le terrain, c'est parfois difficile, en tout cas au sein des structures, de répondre exactement aux conditions qui sont prévues, notamment s'agissant de la qualité des personnels. Enfin, de la qualité, j'entends pas du tout qualité objective, mais qualité professionnelle, qualification plutôt, devrais-je dire. Et effectivement, c'est des questions que nous aussi, on a au ministère, hein, qui nous remontent de la part des magistrats que vous connaissez, qu'on appelle les MDPAD, nous, les magistrats délégués à la politique associative et à l'accès au droit, qui sont vos relais pour obtenir les subventions auprès desquelles vous faites vos demandes et dont je rappelle hein, à ceux qui ne m'ont pas encore vu et qui auraient encore un doute que toutes vos demandes sont systématiquement lues par le ministère et que nous lisons, nous référons aux annexes que vous faites parvenir, nous lisons l'exposé des motifs pour lesquels vous sollicitez telle ou telle augmentation à propos de telle chose. Et c'est vraiment des sujets, voilà, et c'est à la fois nécessaire que nous soyons parfaitement au courant, donc il faut vraiment nous dire, et puis en plus ça alimente notre réflexion et ça nous aide également, parce que ça c'est aussi un sujet qui m'est cher, à pouvoir soutenir nos demandes, mais qui sont aussi vos demandes auprès non seulement des responsables budgétaires du ministère de la Justice, mais également auprès de Bercy qui tient les cordons de la bourse et qui ou pas accepte que nous présentions des demandes. Et donc, c'est très important que pour accompagner tout ce qui est dorénavant attendu dans le cadre de ce référentiel, tout ce que vous avez envie de voir progresser structure, hein, il en a été question autant par M. Morange que dans ce que vient d'expliquer Madame Mireus, parce que tout ce qu'on met en place, le ministère en est bien conscient. Ce ne sont pas des choses que l'on fait d'une heure à l'autre, sans effort et sans participation qui va nécessairement nécessiter une compensation financière. On ne vous demande pas de faire plus avec moins ou de faire plus avec rien ou de faire plus comme si de rien n'était. On est parfaitement conscient que nous avons des attentes fortes au niveau du ministère puisque, comme ça a été très correctement dit, bien finalement, qui diligente toutes ces mesures, dans 90% des cas, c'est la justice. Et la justice, je ne représente pas mes collègues de juridiction, mais en tout cas, je représente les attentes des pouvoirs publics en matière de cette politique publique qui consiste à pouvoir offrir à des familles qui se déchirent et à leurs enfants qui n'arrivent pas à avoir cette relation avec leurs parents, des espaces de rencontre dont vous êtes les professionnels qui vous occupez. Et nous, il nous tient à cœur vraiment que ces mesures puissent être mises en œuvre dans des délais raisonnables. Et également, ça avait été également l'objet du texte de loi de l'année dernière, du mois de décembre 2019, qui a donné lieu à ce nouvel article 515-11 alinéa 5 du Code civil, qui prévoit que vous êtes particulièrement désigné en matière d'espace de rencontre, puisque très particulièrement, il est indiqué, évidemment, hop, je joue avec la caméra, je vais le relire parce qu'à l'époque, ça avait quand même été un… Voilà. Que pour les… hop là, enfin, pour faire simple, j'aurais aimé vous citer le texte direct, je vais retomber dessus, ça y est. Voilà, que dans le cadre d'une ordonnance de protection, lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1 du présent article,
à savoir interdiction de rencontrer certaines personnes, etc. La décision la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée. Vous comprenez bien que, en fait, pour nous, c'était un nouveau fonctionnement et pour vous aussi, c'est-à-dire que ça a renversé le principe de la visite en matière d'ordonnance de protection, puisque dorénavant, les juges aux affaires familiales sur le terrain, s'ils ordonnent cette mesure, ils doivent également particulièrement motiver leur décision s'ils n'ordonnent pas l'espace de rencontre. Sous-entendu, l'espace de rencontre est désigné à chaque fois, évidemment, dans les situations où il y a des enfants, il n'y en a pas forcément dans les cas d'ordonnance de protection. Et donc après, finalement, quel type de mesures on met en place? Donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Madame Irélus sur ce qui se passe dans nos territoires d'outre-mer, hein, desquels nous sommes extrêmement attentifs. Et j'ai entendu également ce qu'elle disait sur l'organisation à proprement parler, sur l'espace, sur les lieux, sur le temps, la prise en charge plus individuelle et personnalisée pour éviter les rencontres, sur le temps aussi qui est pris avec l'enfant. Et c'est vrai que tout ça nous tient à cœur et on a bien le sentiment et conscience hein, que ça nécessite de la part des dispositifs dont vous vous occupez des aménagements spatiaux, des aménagements temporels, que ça prend du temps sur vos personnels. Et également, j'entendais ce qu'elle disait parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu et dont on a pas mal parlé au moment des groupes de travail sur la révision du référentiel, qui était aujourd'hui finalement l'introduction de la médiation familiale dans le cadre des espaces de rencontre, particulièrement pour ces mesures-là qui, autour de la restauration du lien avec l'enfant, met particulièrement en évidence qu'il y a une difficulté au sein du couple et que il est également rappelé, c'est très important pour moi, hein, que l'espace de rencontre, c'est une mesure qui, normalement, est transitoire, c'est-à-dire qu'il vise, par la prise en charge extrêmement professionnelle et qualifiée que vous avez, à permettre qu'un jour, cette visite, elle puisse ne plus avoir lieu dans l'enceinte protégée, certes, mais provisoire de l'espace de rencontre dans le bien-être des familles, puisque les enfants n'ont pas le choix, ils y viennent accompagnés par leurs parents hébergeurs à la demande du parent demandeur. Mais pour eux aussi, hein, ce n'est pas forcément l'endroit dans lequel ils ont le plus à cœur de pouvoir rencontrer leurs parents. Donc, ça, c'est vraiment des choses auxquelles on est extrêmement attentif. Et vous dire que l'année dernière, on avait demandé à ce qu'on nous fasse remonter les demandes qui visaient à mettre en place des dispositifs particuliers autour de ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement protégé. Et on n'en a pas eu tellement. C'est-à-dire qu'on en a eu quelques-unes qui ont été accompagnées des demandes financières qu'on trouvait extrêmement légitimes qu'elles soient accompagnantes de ces demandes, puisque nécessairement ça a un coût, hein, ces personnels dédiés qu'on met, parfois de refaire l'organisation du lieu pour pouvoir éviter que les deux parents se rencontrent. Également, pouvoir prévoir des plages horaires supplémentaires pour éviter que ce temps dans lequel cette famille susceptible de générer une tension forte autour de la rencontre n'impacte pas les autres visites qui pourraient avoir lieu en même temps. Donc, je sais que pour vous, c'est une véritable prise en charge qui peut requérir des demandes de moyens supplémentaires. On a été assez surpris au SADJAF parce qu'en fait, on n'en a pas eu tant que ça. Voilà, on voulait attirer votre attention là-dessus parce que, en même temps, et je le dis aussi parce que ceux qui m'entendent régulièrement en parler le savent, c'est un vrai sujet. Nous insistons aussi pour que les mesures plus classiques aient leur place dans des délais extrêmement raisonnables. Et d'ailleurs, je vous le dis, on va repasser prochainement par vous refaire une demande par rapport au délai d'attente. Je sais que c'est extrêmement irrégulier hein, et on ne met pas de tort à qui que ce soit et l'année est difficile et là, sur certains départements, dont le mien, l'année continue à être difficile. On attend d'ailleurs les mesures hein, qui vont certainement être annoncées prochainement par la DGCS très très vite là, pour la continuité de la prise en charge de toutes ces mesures au regard des nouvelles consignes liées à la crise sanitaire. Pour autant, il est important que
voilà. Et vous n'hésitiez pas, si vous sentez que, enfin, si vous avez aperçu, si vous avez constaté, parce que les demandes des magistrats vous arrivent en plus grand nombre, qu'il y a davantage d'ordonnances de protection qui sont signifiées, que donc il y a des visites particulières à mettre en place pour que la rencontre puisse avoir lieu. Il faut vraiment que vous fassiez une analyse je veux dire que vous fassiez cette analyse de façon à pouvoir nous faire après une demande circonstanciée à laquelle je vous prie de croire que nous allons accorder la plus grande importance au regard des budgets qui nous ont été délégués. Vous le savez, hein, votre prestation de service, elle a augmenté par la CNAF. Nous-mêmes, on a fortement augmenté. Je vous rappelle également que le ministère de la Justice ne tient pas compte stricto sensu de l'activité telle qu'elle est prise en compte par la CNAF pour vous attribuer vos subventions. Il est vraiment important que vous ayez cette relation de confiance avec le magistrat délégué à la politique associative du ressort de la Cour d'appel dont vous dépendez, que vous motiviez par un projet, mais on ne vous demande pas non plus quelque chose de vraiment très compliqué. Mais nous, on a aussi besoin de comprendre ce que vous faites parce que je vais vous dire, en fait, on a parfois des territoires qui aimeraient bien mettre des choses en place aussi et qui ne savent pas très bien ce qu'ils peuvent faire pour répondre à la demande. Et donc, en fait, nous, de savoir ce qui existe ailleurs, ça nous permet de le diffuser. Alors, je sais que par l'intermédiaire de vos réseaux, hein, dont la FNAMF qui m'accueille aujourd'hui, ces informations, elles circulent. Mais c'est intéressant pour nous aussi. C'est intéressant après pour qu'on puisse renseigner nos collègues magistrats pour savoir ce qu'ils peuvent demander. Hein, je sais aussi que parfois, certains d'entre vous se donnent beaucoup de mal parce que la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec leurs tribunaux, et d'ailleurs, je remercie également M. Morange d'avoir souligné quand même ces relations étaient bonnes entre les espaces de rencontre et les JAF, elles permettent ce dialogue et que parfois, il y ait des dispositifs vraiment qui sont faits finement comme de la dentelle parce que le JAF a une attente particulière et l'espace de rencontre se donne vraiment du mal pour pouvoir mettre ça en place dans l'intérêt des enfants. Et que ça, c'est vraiment intéressant que nous, on soit au courant après de ce que vous avez mis en place parce qu'on sait, vous faites votre travail comme il faut. De toute façon, le référentiel, l'agrément, etc., tout ça, c'est des mesures qui permettent que vous vous inscrivez dans un cadre et nous n'avons aucun doute que vous respectez ce cadre. Par contre, après, sur l'inventivité, l'enthousiasme, l'empathie, le professionnalisme dont vous faites preuve pour développer des process de rencontre qui respectent l'intérêt de tous, et ben ça, c'est vraiment, vraiment important qu'on soit au courant. Et je voulais vous dire également que vous avez renvoyé là, au ministère vos rapports, hein, et vraiment, sachez qu'on les lit, en fait. On regarde toutes les lignes parce que d'abord, ce questionnaire, il a évolué, donc voilà, les informations qu'il contient, vraiment, on y tient. Et voilà, vraiment, sachez que tout ça alimente notre réflexion, nous permet de porter des projets, nous permet d'être force de proposition et surtout voilà, fait en sorte qu'après, vous puissiez faire votre travail comme vous avez envie de le faire dans de bonnes conditions, avec les moyens qui vous sont nécessaires et dont on trouve tout à fait légitime qu'ils vous soient accordés. Voilà, si ça vous suffit, Madame Le Châtelier, je m'arrête là, mais s'il y a des questions, parce que j'ai vu qu'il en arrivait pendant que je parlais, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. Donc, Dominique, si tu m'autorises, il y a deux questions qui sont arrivées pour Madame Pasquier, donc oui. Je vais les soumettre. La première question concerne les questionnaires d'activité donc demandés par la justice, qui semblent donc complets, voire parfois complexes. Donc la question c'est comment la justice envisage-t-elle un retour d'analyse? Et la deuxième question, il semblerait que d'un point de vue technique, les conditions nécessaires pour que le magistrat, le JAF, ordonne ce type de décision sont difficiles à réunir. C'est en tout ce que mettent en avant les avocats avec qui on échange sur Perpignan. Donc, la question, a-t-on des chiffres sur le nombre de mesures de protection ordonnées par les JAF sur le territoire depuis la sortie des textes? Voilà les deux questions qui viennent de nous arriver concernant votre intervention, Madame Pasquier. Alors, ce que je propose, c'est pour les nombres, je vais chercher la réponse. Normalement, on doit le savoir, puisque particulièrement du temps de la crise sanitaire, hein, que toutes les violences intrafamiliales étaient particulièrement… enfin, en tout cas, le gouvernement a accordé une énorme attention et qu'on suivait quotidiennement les chiffres. Donc, je vais voir ce que je peux vous trouver. Maintenant, c'est sûr que je n'ai pas de retour, on n'a pas encore les chiffres consolidés pour toute l'année 2020 et particulièrement à la suite de ce nouveau texte. Donc nous-mêmes, hein, on se pose beaucoup de questions parce qu'en fait,
on se demandait s'il y avait des territoires sur lesquels il y avait plus d'ordonnances de protection ou pas, parce que c'est vraiment une question aussi, hein, après de demander aux associations de mettre en place des dispositifs, est-ce que vraiment il y a besoin de les mettre en place à chaque fois? Est-ce qu'il y a besoin aussi de mettre en place des dispositifs de les mettre en place afin qu'ils visent une certaine pérennité, mais que finalement, il va y avoir peu de demandes. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'anticiper à ce point-là la mise en place de quelque chose? Vraiment, je ne sais pas. J'ai envie de dire, je pense que c'est plutôt vous qui pouvez nous répondre. S'agissant des questionnaires d'activité, effectivement, nous, on les trouve plutôt bien remplis, pour tout vous dire. Je les vois arriver sur ma boîte mail, puisque je suis en copie de tout ce qui arrive, et j'en ouvre parfois quelques-uns pour voir. Et je vous remercie et je vous félicite d'être capable de nous donner cette telle précision. Mais on en plaisante, mais sachez que cette forte augmentation de budget dont bénéficie l'Action 4, le programme budgétaire du ministère de la Justice qui soutient les mesures de soutien à la parentalité, fait l'objet de questions intenses et récurrentes et fréquentes de la part tant du cabinet du garde des Sceaux que de la part des parlementaires qui en fait s'interrogent sur l'usage qui est fait des sommes qui nous sont allouées par l'intermédiaire de la loi de finances. Enfin, il y a donc qui vous sont allouées, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Et croyez bien que toutes ces questions qui sont issues de la réforme du questionnaire, mais qui a été menée avec vos représentants des fédérations qui sont ici aujourd'hui, nous avons fait des groupes de travail au ministère de la Justice en lien avec le service des statistiques du ministère qui pilote, coordonne et met en œuvre ce questionnaire et qui après va nous l'analyser. On avait bien réfléchi à pas mal de questions, mais parce que c'est des questions qui nous sont posées et le niveau de précision, parfois, je le comprends, peut sembler friser la folie, mais voilà, il y a vraiment des gens qui ont toujours envie de savoir au détail près ce qui se passe. En fait, on ne peut pas être avec vous tous les jours, donc en fait, on a envie de partager votre quotidien. Et également vous dire que sur une analyse, nous procédons en fait à quelque chose qui est plutôt quantitatif, mais bien évidemment, tous les ans, on fait notre restitution qu'on arrive à publier en général au début du mois de juin, parce que de toute façon, il faut qu'on ait produit ces statistiques pour le mois de juillet, puisque c'est à ce moment-là que nous parviennent les premiers questionnaires parlementaires pour savoir comment s'orienter pour le vote de la loi de finances qui ne va pas tarder à être présenté au cours de l'élaboration de laquelle ils sont. Voilà. Maintenant, effectivement, sur les statistiques à proprement parler, je ne sais pas bien, moi je sais que je les ai, on les transmet au réseau. Est-ce qu'il y a un problème de transmission, de communication? Je me permets, bonjour, Dominique Pénard. Voilà, je me permets d'intervenir sur ce sujet, sur le sujet de la restitution. J'ai bien entendu la demande qui serait peut-être une restitution un peu moins, qui est peut-être confidentielle que celle que nous faisions les années précédentes. Ce que nous faisions, c'était présenter les résultats de l'enquête dans le cadre de la réunion plénière de l'instance nationale d'espace de rencontre et de la médiation familiale qui n'a pas eu lieu l'année dernière, voire même l'année précédente. Donc, je crois qu'il faut véritablement que nous réfléchissions à une diffusion un peu plus large, par l'intermédiaire certainement des fédérations, des résultats du questionnaire, qui sont tout à fait riches d'enseignements, avec surtout là un questionnaire qui est fortement, avec beaucoup plus de questions que celui des autres années, et des résultats tout à fait intéressants. Voilà. Merci Dominique, qu'on n'a pas vu, mais qu'on devine. Hop là. J'ai oublié de mettre la vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais merci beaucoup pour ton intervention, effectivement, fort utile. C'est vrai que le contexte de l'année 2020 n'a pas été propice à l'organisation des réunions régulières que nous faisions. On avait à cœur de finaliser ce référentiel puisque vous l'avez certainement tous parcouru, même pour nos collègues en juridiction, il est important puisqu'il propose des trames, il réexplique aussi exactement quel est votre travail, parce qu'on a bien compris qu'il y avait parfois localement des petites impropriétés de désignation
puisqu'il y avait des confusions sur quel était votre rôle. Nous également, je tiens à vous le dire, on est très sensible au fait que l'espace de rencontre s'inscrit dans une démarche de juge aux affaires familiales, enfin dans une procédure de juge aux affaires familiales. Et c'est toute la difficulté également, hein, je reviens à ce que disait Mme Miailus sur voilà, quand j'entendais quand elle parle de visite médiatisée, et pour autant, on mène actuellement de ci, de là, il y a des appels d'offres, hein, sur des mesures d'accompagnement protégé, et on voit bien que quand même, ça peut poser ci et là des soucis d'interprétation, puisque la mesure jusque-là où elle doit vous emmener dans le cadre de cette ordonnance de protection, après, elle s'inscrit quasiment aux confins de ce qui relèverait plutôt de l'assistance éducative et de la protection de l'enfant. Et ça, c'est vraiment le sujet. Donc, en ce qui nous concerne, bon, on a un peu de budget, mais il faut quand même que vous, de votre côté, vous soyez très vigilants à cela. Vous dire également qu'on a eu une suggestion voilà, assez pourquoi pas finalement, parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la mesure d'accompagnement protégé, qui est un terme générique, mais qui ne recouvre pas une pratique, enfin en tout cas un dispositif homogène, et à la limite c'est très bien comme ça, puisque chacun ses particularités, hein. Finalement, doit-il être l'apanage des espaces de rencontre? Voilà, c'est une bonne question aussi, puisque finalement, l'accompagnement auquel il fait appel, voilà, peut-on dire, est-il ou pas l'apanage des espaces de rencontre? Enfin, j'ouvre un débat intéressant, mais c'est une question qui nous a été posée, et je ne sais pas très bien quoi en penser en fait. Après, bon voilà. Après, il n'y a pas forcément plusieurs types de structures disponibles sur tous les territoires, hein, puisque ça aussi, vraiment, c'est important pour moi de le dire. C'est quelque chose où on est très attentif, hein, c'est vraiment le maillage territorial, et c'est pour ça aussi que depuis que je suis arrivée il y a 4 ans, il y a eu beaucoup de… enfin, la situation s'est beaucoup assainie, certainement aussi grâce à cet abondement assez massif de l'année dernière, abondement financier. Mais c'est vraiment important voilà, de consolider vos structures, de ne pas attendre la dernière minute pour nous dire qu'il y a un problème. J'ai l'impression que ça va mieux de ce côté-là. Merci.